parents de plus en plus exposés aux écrans. Face à cette croissance de la consommation des écrans, de nombreux scientifiques alertent sur les conséquences sur la santé des enfants. Awa Diallo, Souleyssi, Issa Pouye et Amadou Kébé pour le reportage. Même les plus petits succombent aux écrans. Consoles, tablettes et smartphones tombent dans les mains des enfants de 0 à 6 ans. Nombre d'entre eux les regardent au moins 10 minutes par jour. Un combat quotidien pour les parents. léegi tax na kër gi amatul maanaam cohésion boo xam ne dañuy toog waxtaan bon léegi da ngay gis ku nekk sa ruq xale yi moom yaa xamti nañu boo yegsee bu ñu amul tablette dinañ nangu sa portable nekk ci jeux yi nekk ci seen dessin animé je sais pas doy na waar daal doy na waar da ngay woo nit ki soit nga ne ah Mohamed du la sax faale fu mu sëgg lay sëgg portable am bi tant que ñëwoo tàpp ko wala nga nangu portable bi bon munoo am ci moom accès. waaw déconnecté totalement da ngay wax ak moom sax mais da lay xool ni mais dégguloo fet. L'utilisation excessive de ces gadgets peut toutefois avoir de lourdes conséquences sur la santé, le développement et l'avenir de l'enfant. Vous avez des risques élevés de diabète chez les enfants. Vous avez des risques élevés de problèmes cardiaques chez les enfants à cause de cette surexposition aux écrans. Vous avez des risques élevés d'obésité. Imaginez, parce que les enfants sont sédentaires. Ils sont devant les écrans, ils ne bougent pas, il n'y a pas d'activité physique. Bon, il faut voir qu'au Sénégal, nous avons entre 250 000 et 300 000 enfants entre 0 et 3 ans. Si vous mettez dedans les enfants qui ont entre 3 ans et 5 ans, 6 ans, ils sont à peu près entre 500 000 et 600 000 enfants qui ont entre 0 et 6 ans. Donc, si vous avez, disons, 400 000 de ces enfants qui sont exposés, hautement exposés à ces risques dont nous sommes en train de parler, vous pouvez voir que c'est une génération que nous sommes en train de sacrifier. Sur le plan social, c'est pire. Sur le plan social, ça fait des enfants qui n'ont pas envie de se mélanger avec les autres. Ils n'ont pas envie d'être dérangés. Ils ont envie de rester seuls. Les enfants exposés présentent souvent une diminution des interactions et une augmentation de la violence. Ils rencontrent des difficultés à faire face à l'ennui et à être autonomes. Il est clair que si vous créez un type humain plus attaché au matériel qu'aux humains, c'est comme si vous êtes en train de former un robot. Insensibilité par rapport aux valeurs, insensibilité par rapport aux usages et aux coutumes. Donc vous êtes en train de créer cela. Mais vous êtes en train aussi de créer une sorte d'insensibilité sur le plan affectif qui fait que cet enfant s'attache difficilement à quelqu'un et qu'il se meut dans un univers totalement sec. Le lien qu'il entretient avec le matériel est la seule chose qui compte. En réalité, les psychologues ont montré qu'en chacun de nous, il y a une partie animale qui sommeille. Ce que Kant appelle l'insociable sociabilité de l'homme, le ça dont parle Sigmund Freud, et que s'il n'y a pas des valeurs morales fortes que nous avons acquises par le biais de l'éducation pour faire face à cette animalité, alors elle peut se réveiller à tout moment. Une thèse confirmée par ce père de famille, il a l'impression que son fils est absorbé devant ces outils. Tamba note une relation parent-enfant perturbée. Man lu ma metti la parce que di nga ko bëgg a enseigner dara doo ko mën di nga bëgg a dugal ci boppam dara wala xamal ko àdduna bi nu muy doxee nii la nii mais doo ko mën parce que du la may temps bi parce que le temps ngay discuter moom foog nga am noo ko naxee xam nga xale moom foog nga nax ko léegi nii lay demee soit da nga koy ne pour nga jouer wala pour nga ma jox la sa tablette may ma accordé ma defal ma lii wala defal ma lale nga mu mën laa déglu mais même attention boobu sax pour mu jox la ko day yàqamti temps bi nga ko jox wax noonu mu jot ba mu débrassé yow day débrassé wu. Les scientifiques s'accordent sur les impacts de cette surexposition de l'enfant sur les troubles de comportement intériorisés tels que l'anxiété et la dépression, et ceux extériorisés comme le déficit de l'attention. On peut constater que par exemple, l'enfant a des problèmes de concentration. Il y a des enfants qui ont des problèmes de sommeil et qui sont causés par l'écran. Et ça, il y a plusieurs facteurs
qui peuvent l'expliquer. Parce qu'on sait que l'écran diffuse par exemple de la lumière bleue. Et cette lumière bleue-là peut avoir une répercussion sur la production d'une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Tout un processus qui mène à la dépendance de l'enfant. Il commence d'abord par l'expérimentation, ça démarre par l'usage récréatif, ça démarre par l'usage aussi régulier. Et cet usage régulier va évoluer vers un usage abusif, et cet usage abusif qui va aussi entraîner l'addiction. Toutefois, pour ce spécialiste, l'écran n'est pas forcément le problème en tant que tel, mais l'usage qui en est fait. C'est le cas lorsque l'écran n'est pas utilisé pour son usage premier, mais pour un usage détourné, pour calmer l'enfant, l'occuper, l'endormir, etc. La tablette n'est pas dangereuse en soi. Ce qui est dangereux, c'est de laisser l'enfant seul avec la tablette. C'est ça le véritable problème. Donc si moi, en tant que parent, je prends une tablette, je pose mon enfant sur moi et on écoute des histoires, on écoute des chansons ensemble, on chante, vous voyez, ensemble, on fait les comptes ensemble, ça ne pose pas de problème. Donc le problème, c'est l'absence du parent. Dans certains cas extrêmes, les troubles liés à une gestion inadaptée des écrans sont le symptôme d'une gestion parentale inadaptée de manière plus élargie. Dans nos traditions, l'enfant, il était d'abord et avant tout intégré dans la communauté familiale. Et plus tard, il était intégré dans le groupe à travers un processus d'insertion psychosociale qui mettait essentiellement l'accent sur son rapport à l'humain. Alors les nouveaux outils, et notamment les écrans, ont fait irruption dans nos communautés et ont fait l'objet d'une utilisation massive et excessive par les adultes. Et ces adultes-là ont transféré cette pratique chez les enfants. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, dès le bas âge, l'enfant est en contact avec l'écran. Et dans un modèle de socialisation, le problème que cela pose, c'est que premièrement, l'enfant est coupé de l'environnement humain dans lequel il se déploie. L'enfant connaît plutôt l'univers matériel dans lequel il est plongé. Et cet univers matériel, c'est essentiellement des écrans. D'autres facteurs protecteurs ou de vulnérabilité modifient l'impact de l'écran sur l'enfant. Il s'agit des facteurs socio-économiques et pathologiques liés à l'enfant, mais aussi à sa structure familiale et le contexte d'utilisation. Si par exemple, quand on est en train de manger un repas en famille et même la télévision est là et tout le monde est pointé là-bas, on est en train de dire aux enfants qu'on valorise plus regarder ça que de passer du temps ensemble et de parler. Deuxièmement, il faut comprendre que l'enfant a besoin des interactions humaines et avec le monde. Deuxièmement, on sait que pour les enfants qui cumulent pas seulement temps aux tablettes, mais temps au téléphone, puis maintenant les jeux vidéo, on sait que tout ça, ça fait que les enfants vont avoir des problèmes de dormir. L'implication des parents et la mise en place d'un cadre parental sont des éléments décisifs. L'interaction parent-enfant est à la base d'un développement sain de l'enfant. En fait, pour être un bon parent, on passe de temps à discuter, interagir avec nos enfants. Maintenant, la discussion, c'est comment on organise qu'on a le temps de ça. Dans la voiture le matin, avec les embouteillages de Dakar. Est-ce qu'il y a une chanson? Est-ce qu'il y a un jeu qu'on peut faire au lieu de donner une tablette? Est-ce que pendant encore dans le repas, on peut tous mettre notre téléphone dans un panier, mettre ça à côté? Est-ce que chaque jeudi, les enfants peuvent raconter une histoire? Il y a plein de petites astuces que les parents peuvent utiliser pour réduire les écrans. Le plus que les parents jouent avec un enfant, lire un livre, même faire une marche, même jouer à cache-cache, dès les bas âges, dès 6 mois, tout ça stimule le cerveau. Cette directrice d'école reconnaît que les professionnels des établissements ont une place dans la prévention. D'ailleurs, certaines préscolaires ont déjà commencé à développer des formations d'accompagnement à la parentalité, incluant l'usage des écrans, à destination aussi des professionnels de la petite enfance. La solution, c'est pas 0% technologie, on dit non à technologie, c'est pas ça. C'est qu'on peut trouver notre équilibre, que comme une société, on peut décider quelles sont les valeurs réellement qui nous poussent et qui nous guident. Que comme des parents, on décide quelles sont les valeurs et principes qui orientent ma maison.
je ne peux pas dire à mes enfants, laisse la téléphone si moi-même, je n'ai pas des interactions positives. Il y a beaucoup de maisons ici au Sénégal où la discussion est tellement bien. Les enfants adorent parler avec leurs parents. So, la solution, c'est d'aller vers ça. Il faut qu'on valorise, qu'on mette ça en mode, qu'on a des campagnes sur ça pour que les gens savent. Je pense que aussi c'est tellement important qu'on a des cours de parentalité. Ici, à Cœur Imagination, on ne fait pas seulement de cours de parentalité, mais nous faisons aussi des formations. Souvent, c'est des femmes qui travaillent à la maison. L'État a aussi sa partition à jouer dans la prévention de l'addiction des enfants aux écrans, une mission déjà comprise. C'est dans ce sens que le plan numérique 2025 et la cellule d'appui et de protection des enfants ont été mis en place. La loi sur les données à caractère personnel, c'est en 2008, la loi 2008-08, si je ne me trompe. Ça, c'est sur le plan légal. Mais également, sur le plan politique, il y a le Sénégal numérique 2025, mais qui est porté par le ministère de Télécommunications. Nous avons aussi, sur le plan institutionnel, le ministère en charge de la protection des enfants, à travers la cellule d'appui à la protection de l'enfant, mais à travers également la direction des droits, de la promotion des droits et de la protection des enfants. Cependant, faire de la prévention sur l'addiction aux écrans n'est pas facile. C'est parce que leur utilisation est parfois au centre des choix éducatifs des parents et recouvre donc une dimension familiale. J'ai beaucoup de parents qui me disent « Oui, mais c'est comme ça que mon enfant apprend l'anglais ». Ce qu'on sait maintenant, c'est que l'apprentissage que l'enfant semble faire avec ça est vraiment beaucoup plus petit que tout ce que ça fait négatif parce qu'il y a l'absence d'interaction qui fait pousser le cerveau. Pas d'écran de 0 à 3 ans, une forte recommandation des professionnels de la petite enfance. Ils souhaitent que les parents prennent leur place auprès de leurs enfants pour organiser la gestion du rapport aux écrans. La nouveauté des objets ne doit pas être un frein. Bruno de Chauvel, auteur de Éduquer au numérique, affirme que les choix éducatifs liés aux écrans ne sont que le prolongement des choix éducatifs des parents. Et sur ce, nous passons tout de suite au décryptage avec Pape Mokhtar Ceylan. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. Pour ce soir, comme vous le savez déjà, avec le reportage qu'on vient de suivre, la question qui sera abordée aujourd'hui, c'est l'addiction des enfants aux écrans. Et pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau le professeur Aboussi. Bonsoir Aboussi. Bonsoir M. Ceylan. Je rappelle que vous êtes psychiatre, médecin légiste et addictologue. Et bienvenue sur ce plateau de décryptage. Merci beaucoup. Vous me permettrez à mon propos de vous remercier pour cette invitation et de l'ensemble du personnel de la CTV. Ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Et aujourd'hui, le constat est qu'en fait, on note une omniprésence des écrans dans nos vies. Et dans cette omniprésence, ce qui inquiète le plus, c'est le cas des enfants. On parle souvent d'addiction aux écrans des enfants, mais qu'en est-il exactement? Et quelles sont les conséquences de cette omniprésence de l'écran sur le développement cognitif des enfants? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années de cela, on parlait déjà des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je pense que depuis lors, cette terminologie a énormément changé pour pointer la vitesse avec laquelle ce phénomène se développe de façon exponentielle. Effectivement, aujourd'hui, les écrans sont sont présents partout dans notre vie. Et effectivement, comme les enfants, les adolescents font partie de notre société, ils sont exposés. La seule particularité que l'enfant est un être à devenir, c'est quelqu'un qui est en train de se construire, et la présence d'un tel outil peut quelquefois poser problème au niveau, sous plusieurs angles que nous verrons. Alors, il faut savoir que l'utilisation normale des écrans, quand on parle d'écran, on parle de tablettes, ordinateurs, téléphones, smartphones et tout ce qui est là. Mais quand on parle de cette utilisation,
cadré et bien surveillé, ça ne pose pas de problème. Au contraire, c'est quelque chose qui peut être profitable. Mais quand on parle d'une utilisation qui est abusive, qui va au-delà de certaines limites, ça peut entrer dans le cadre des addictions comportementales. Donc, ce qui me présente ici en tant qu'addictologue, dire qu'aujourd'hui, la problématique que pose l'utilisation de ces écrans est une addiction comportementale quand elle dépasse une certaine limite. Surtout chez les adolescents et les enfants qui sont exposés et qui n'ont pas forcément les moyens requis pour pouvoir arrêter cette utilisation-là. Vous dites que ça peut poser problème quand ça dépasse une certaine limite. En fait, quelle est la norme en fait? Alors, ce n'est pas une norme quantitative où on dit au-delà d'une certaine heure, ça pose problème, mais c'est plus une norme qualitative. C'est quand la présence de l'outil devient prépondérante ou bien exclusive chez l'enfant. Puisque aujourd'hui, ces addictions comportementales, il a été démontré que ce sont dans le cadre d'une maladie. Donc l'addiction est une maladie. Et l'enfant qui va utiliser cela a un cerveau qui est en maturation. Et le type de relation que l'enfant va avoir avec l'outil, avec l'écran, va impacter la socialisation de l'enfant. Donc du coup, quand je dis enfant et adolescent, donc du coup, on aura chez l'enfant, on a une préférence d'une relation avec l'outil, avec l'écran, plus qu'une relation sociale. Donc le premier élément qu'on peut voir à travers cela, c'est déjà une difficulté de socialisation. C'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas se socialiser correctement. Alors déjà, c'est un premier élément de pathologie, parce que la socialisation est un élément extrêmement important chez la personne, et particulièrement chez l'enfant où on apprend les outils de cette socialisation, premièrement. Deuxièmement, quand on parle d'addiction, on parle du circuit de récompense. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire l'addiction, que ce soit addiction avec produit et sans produit, constitue en réalité une corruption du circuit de récompense. Donc avec ce qui fait intervenir la dopamine. Donc l'enfant va avoir une sécrétion importante de dopamine et cela va se traduire par la recherche de plaisir via l'outil, donc via l'écran. Et cela va entraîner tous les comportements en relation avec l'addiction, c'est-à-dire la recherche de l'outil, l'utilisation de l'outil et la récupération des effets de l'outil. Parce que vous conviendrez avec moi qu'un enfant qui a une utilisation abusive de l'écran ne dort pas le soir. Le lendemain, il va avoir des problèmes de sommeil, il va avoir des problèmes pour suivre à l'école, il va avoir des problèmes de concentration et donc d'attention en classe, et cela va se traduire par un échec scolaire. Donc on voit déjà les conséquences qui commencent à venir petit à petit sur le plan social d'abord, où l'enfant n'arrive pas à se socialiser correctement, et sur le plan scolaire, où l'enfant n'arrive pas à suivre un cursus scolaire normal du fait de la fatigue et du manque de sommeil dû à l'utilisation de l'ordinateur ou bien de la tablette ou du téléphone. Mais le fait que en fait, on ne peut pas les éviter, mais quel rôle pour les parents afin d'éviter ou bien de briser même cette dépendance que souffre voilà. Il faut préciser que c'est la dépendance qui pose problème parce qu'il y a des effets positifs. Donc, alors en cas de dépendance, il faut pour prévenir la dépendance parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait la dépendance. Pour prévenir la dépendance, déjà, c'est limiter le temps d'utilisation. Un usage encadré en fait. Ouais, un usage encadré. Et il faudra aussi encadrer le contenu visuel. Parce que quand même, il y a des contenus qui peuvent être traumatisants quand on a des images à caractère sexuel ou bien par rapport qui sont en contradiction avec la maturation de la femme. Quand il y a des phénomènes d'harcèlement moral, toujours via cet outil. Donc,
premièrement une limitation quantitative, mais aussi une limitation qualitative. Et l'élément le plus important, c'est qu'il ne faut pas que cet outil vienne remplacer la présence du parent. Il faut que les parents continuent à avoir une relation avec l'enfant pour apprendre à l'enfant à se socialiser. L'objectif encore, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir être dans une interaction avec l'autre, avec une personne physique. C'est important de pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir imaginer une amitié à distance, des personnes à distance, mais aussi il est important que l'enfant apprenne à avoir des relations avec ses parents, mais aussi qu'il puisse gérer ses frustrations avec ses parents. C'est-à-dire le fait de pouvoir rendre disponible l'écran et de temps en temps enlever l'écran permet à l'enfant de pouvoir faire sa maturation correctement. Donc, mais par exemple, si les parents aussi sont occupés à utiliser leur téléphone, télévision, écran, tablette, laisser l'enfant, est-ce qu'il sera possible que les parents puissent exercer un contrôle vraiment accru? Dans ce cas, c'est-à-dire si le parent présente une dépendance aux écrans, donc ça devient un facteur social pour que l'enfant présente cette dépendance. C'est-à-dire, il faut savoir que, peut-être c'est pas l'objet, on ne va pas entrer dans ça aujourd'hui, mais le fait, il y a des profils qui constituent un facteur de risque de dépendance chez l'enfant. Par exemple, chez les enfants qui présentent des troubles anxieux, chez les enfants qui présentent des troubles bipolaires, ou bien chez les enfants, les troubles affectifs, ou bien chez les enfants qui présentent des TDAH, c'est des enfants qui, la littérature a démontré qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de développer des dépendances aux écrans. Donc, parmi ces facteurs, aussi si effectivement il y a des antécédents familiaux de dépendance dans la famille, je dis seulement dépendance, que ce soit avec produit ou sans produit, et particulièrement une dépendance comportementale, une dépendance aux écrans, chez les parents, ça devient un facteur de risque pour l'enfant. Je pense que le papa qui n'arrive pas à se contrôler lui-même aura des difficultés à contrôler l'enfant. Mais lors de la préparation de l'émission, vous disiez qu'en fait, au Sénégal, il n'y a pas encore une étude sérieuse sur ce phénomène-là, l'addiction des enfants aux écrans. Mais qu'est-ce qui explique ce manque, ce vide? Moi, je pense que nous, on a un vrai problème dans ce pays-là en termes d'évaluation, parce qu'on a tendance à se baser sur des études faites en Europe pour dire que l'addiction aux écrans pose problème. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas eu une étude nationale sérieusement codifiée qui est dans le cadre d'une recherche pour pouvoir préciser la fréquence de cette dépendance comportementale chez les adolescents, chez les enfants ou même dans la population générale. Mais pourquoi cette absence d'études? Alors, moi, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, permettrait de dire que je pense que dans nos pays, on ne mesure pas l'importance de la recherche. Et malheureusement, il n'y a pas de financement, ou bien les financements qui sont dédiés à la recherche sont très maigres, ou bien quelquefois ne sont pas accessibles à telle enseigne qu'on ne peut pas conduire des travaux de recherche de qualité qui nous permettent d'abord de pouvoir évaluer le niveau d'un problème et de pouvoir en tirer des solutions. Malheureusement, on ne fait que emprunter les chiffres des autres pays, notamment des pays développés où la recherche est assez fournie pour pouvoir venir dire qu'on a tel problème, alors qu'il faudrait faire des études sérieuses, les mener et rendre accessible le financement pour la recherche pour pouvoir dire que si effectivement il y a un problème au niveau national ou pas et mesurer l'impact de ce problème-là pour pouvoir proposer des solutions. Ouais, mais puisqu'il n'y a pas d'études sérieuses au Sénégal concernant cette question-là, cette problématique, mais comment faire pour mesurer un peu l'ampleur de la dépendance des enfants aux écrans? Ça, il n'y a qu'une étude sérieuse qui pourra quel mécanisme en fait? Ou bien vous, dans le cadre de votre travail, est-ce qu'il vous arrive parfois de disposer de certains chiffres avec les consultations et autres? Alors, ces chiffres que nous avons la plupart des temps, c'est des chiffres stadiers.
ce qu'on appelle nous des chiffres hospitaliers qui ne reflètent pas la population générale, parce que c'est des travaux de thèse, c'est des travaux de thèse, c'est des travaux de mémoire qui sont faits dans une population spécifique et qui permettent de mesurer un problème dans une population spécifique qui n'est pas, on ne peut pas généraliser, partir d'une population, parce qu'il y a déjà un biais de sélection. On ne peut pas partir d'une population hospitalière et faire une extension sur la population nationale. Autrement, on aura des chiffres qui sont tellement importants et je pense que c'est des choses qu'il faut éviter. Là, la possibilité de faire cette étude, c'est de pouvoir l'intégrer soit dans ce qu'on appelle les études à population ou bien les cas de... quand on fait les recensements, pouvoir intégrer des questions dans ce sens qui permettront d'avoir l'étendue du phénomène au niveau national. Et je pense que ce n'est pas seulement le cas de l'addiction aux écrans, mais je pense qu'il y a énormément de choses qu'il faudrait étudier dans le cadre des recensements de la population générale, que cela puisse être fait de façon correcte. Mais dans le cadre de votre travail, est-ce que vous recevez souvent des parents un peu déboussolés du fait du comportement de leurs enfants par rapport à la technologie? Oui, c'est ça le grand mal que nous avons, nous, parce que dans notre population, la population que nous recevons à l'hôpital, c'est des parents qui sont complètement perdus, parce qu'ils sont face à des jeunes qui présentent ce problème-là. Alors, aujourd'hui, je dis que il y a un besoin d'étudier ce phénomène-là, parce que si nous prenons ce même phénomène à l'étranger, dans les pays développés où nous avons une expérience clinique, on se rend compte qu'il y a des facteurs qui sont absents là-bas et qui sont présents ici, et qui sont des facteurs protecteurs, notamment le tissu social. D'où l'intérêt de pouvoir étudier ce phénomène-là et de voir quelle est l'empreinte de ce phénomène-là. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes aspects cliniques, mais en tout cas aujourd'hui, de plus en plus dans nos consultations, nous recevons des parents qui amènent leurs enfants avec des problématiques liées à l'utilisation des écrans. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychiatre, médecin légiste et addictologue. Merci beaucoup, M. Selan. C'est la fin de ce décryptage. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Pape Mokhtar Selan pour ce décryptage. Et puis la Marine nationale a officiellement réceptionné son premier navire de guerre lance-missile le 3 août 2023 sous la présidence du chef suprême des armées. Ce bâtiment de dernière génération baptisé Wallo confirme la montée en puissance de la section navale de l'armée sénégalaise et sera déterminant dans la réalisation des missions de défense et de l'action de l'État en mer. Long de 62 mètres, ce navire de guerre dispose de missiles capables de traiter des menaces surface et des menaces aériennes. Le Wallo est le premier des 3 patrouilleurs de haute mer commandés par l'État du Sénégal depuis 2019. Wallo, premier navire lance-missile de la Marine nationale. Un reportage de Amadou Ndakebe et Pape Mokhtar Selan. Un grand jour pour l'armée sénégalaise. La Marine nationale, pour la première fois de son histoire, a l'honneur d'accueillir son premier navire lance-missile Wallo. Plus d'1 an après sa mise à l'eau à Concarneau en France et sa prise d'armement pour des essais, le patrouilleur de haute mer fait cap sur Dakar. Après 10 jours de navigation, le PHM Wallo s'est approché des côtes sénégalaises. L'état-major de la Marine nationale a pris des dispositions spéciales pour réserver un accueil royal à son joyau. Sous les commandes du capitaine de frégate Youssouf Ly, le navire Wallo présente des caractéristiques avantageuses pour assurer sa mission de défense et l'action de l'État en mer. C'est un bateau qui est long de 63 mètres, un peu moins de 63 mètres, large de 9,50 mètres. Donc nous avons tirant d'eau, la partie immergée qui est aux alentours de 3,2 mètres et un tirant d'air de 22 mètres. Nous avons un déplacement d'environ 680 tonnes.
Donc pour ce qui est des capacités d'emport de gasoil, on est monté jusqu'à 103 000 litres de gasoil. Et on peut avoir une autonomie d'eau assez suffisante pour pouvoir tenir de 21 jours d'opération sans interruption, ainsi que prendre aussi des vivres pour 21 jours afin de pouvoir effectuer des opérations longues de 21 jours. Le chef d'état-major de la Marine nationale reste également sous le charme de ce PHM lance-missile du fait de la modernité de son équipement. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, notre pays est doté d'un navire de guerre lance-missile avec des systèmes d'armes embarqués les plus avancés sur le plan technologique. Comparé aux précédents bâtiments de la Marine nationale, Waalo dispose d'une capacité de dissuasion de premier ordre avec ses systèmes d'armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne. Nous avons des missiles qui nous permettent de traiter des menaces surface et des menaces aériennes. En termes de possibilités anti-asymétriques, nous avons des canons de petit calibre qui nous permettent de protéger le bateau. Pour ce qui est des autres matériaux, nous avons des capacités qui nous permettent de pouvoir carrément avoir le contrôle d'une zone. Connaître le contrôle d'une zone, c'est-à-dire connaître exactement ce qui y rentre, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas, écouter les gens, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, les observer, avoir du renseignement et pouvoir agir au cas échéant. Le président de la République est accueilli au sifflet du gabier et sa marque est hissée au mât du navire. À la réception officielle du patrouilleur de haute mer Waalo, le chef suprême des armées est également revenu sur la genèse de la politique de renouvellement du matériel de la composante navale des armées. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait suite à celle organisée dans cette même base en 2013 pour la vedette Ferlo et en 2015 et 2018 respectivement pour les patrouilleurs Kédougou et le Fouladou. À cette flotte s'ajoutent 4 vedettes type Chaldag en 2019 et 2020 et une vedette côtière Taoué en 2021. Je n'oublie pas le Fatick qui est la vedette présidentielle qui a été acquise dans ce contexte. C'est une nouvelle étape que nous marquons aujourd'hui dans la montée en puissance significative de la Marine nationale. Ce PHM Waalo sera décisif dans la défense maritime du territoire sénégalais avec sa contribution attendue dans le soutien aux opérations militaires et sa participation aux opérations interarmées. Ces navires de guerre tout neufs vont nous permettre d'être dissuasifs et d'être capables de prendre en charge aussi bien des menaces conventionnelles qu'asymétriques et aussi de contribuer à la dimension de nos ambitions de marine régionale, aux mécanismes sous-régionaux et régionaux de sécurité maritime collective. Les missions que nous allons effectuer avec ce bateau, c'est toujours les mêmes missions classiques que nous avons l'habitude avec les autres bateaux, sauf que les capacités sont un peu plus décuplées sur ce bateau. Nous allons effectuer bien sûr des missions de défense de l'intégrité du territoire, bien sûr à partir de la mer. L'armement nous permet d'effectuer des frappes en profondeur si c'est pour appuyer par exemple l'armée de terre. Avec l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, l'environnement sécuritaire maritime du Sénégal est dans une phase de mutation ponctuée par plusieurs types de menaces. On a une maritimisation de notre économie nationale. Certains disent même que d'ici quelques années, il y aura un déplacement progressif du centre de gravité de notre économie du continent vers la mer. Et donc ces patrouilleurs lance-missiles vont nous permettre bien sûr de prendre en charge toutes les problématiques de sécurité et de sûreté maritime qui sont liées à effectivement cette économie bleue. Il est essentiel en effet pour un pays côtier comme le nôtre dont l'économie dépend fortement de la mer
que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Ce navire moderne et multifonctionnel que nous venons d'acquérir répond à ces impératifs puisqu'il est outillé pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer. Dans les ambitions maritimes sous-régionales et internationales du Sénégal, ce patrouilleur lance-missile reste un outil de premier rang dans l'atteinte des objectifs militaires, civils et diplomatiques. Ainsi, avec ses embarcations rapides, le Wallo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. Sa capacité d'endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collective dans le cadre de l'architecture du Code de conduite de Yaoundé. Notre ambition va au-delà, c'est de pouvoir dominer notre zone économique exclusive et d'aller même au-delà dans la sous-région et apporter notre contribution dans la sécurisation des routes maritimes qui passent devant le Sénégal. Navire de guerre, le PHM Wallo est construit selon certaines normes écologiques. Il dispose de capacités hybrides lui permettant de naviguer au diesel ou à l'électricité. L'électrique nous permet d'aller à des vitesses lentes et de ne pas polluer la planète, comme on le dit. Et le diesel nous permet d'aller plus longtemps et donc nous permet d'aller à des vitesses de plus de 21 heures. L'armée sénégalaise accorde beaucoup d'importance à l'histoire et aux traditions locales. Ce bâtiment portant le nom de l'ancien royaume du nord du Sénégal, Wallo, n'échappe pas à la règle. Conformément à une tradition établie de donner le nom de patrouilleur de haute mer aux anciens royaumes du Sénégal, ce nouveau navire porte le nom prestigieux de Wallo, ancien royaume du nord du Sénégal. Le Wallo, terre d'histoire glorieuse et de diversité socio-culturelle, est à l'image de notre armée, respectable de toutes les composantes de la société sénégalaise, d'où le concept armée-nation qui fait notre fierté. Et au-delà de l'ancien royaume, le Wallo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale. Et c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, nous vous laissons sur le cadrage, carte postale, mais également le sommaire du prochain numéro. Merci et à bientôt. Je suis parfois honnêtement un peu dérangé par les impatiences, les raccourcis que je constate dans les médias. C'est-à-dire que on ne peut pas reprocher aux journalistes d'être influencés par l'environnement général politique qui pollue un peu l'atmosphère et qui s'impose comme étant le sujet principal. Tout est politique. Et les journalistes se laissent engloutir dedans, hélas. Et je pense qu'on constate parfois qu'il y a plus de supporters, de militants que de vrais journalistes. La vérification de l'information ne se fait pas toujours.
et les sources de l'information ne sont pas les plus orthodoxes. On va chercher l'information parfois à des endroits peu imaginables. Par exemple, parfois même dans les réseaux sociaux, on s'en sert comme source sans recouper. Alors oui, il y a parfois des problèmes. Les formats ne sont pas, comme nous on dit un peu plus de façon anglo-saxonne, ne sont pas toujours respectés. On mélange beaucoup de genres, on mélange les magazines, les rubriques, parfois dans l'information, même dans le bulletin, on ne sait plus si c'est un bulletin d'information. Alors c'est un problème aussi là également. Les dérives sont le résultat de l'impact de la situation politique. Et je ne suis pas en train d'excuser les journalistes, mais je pense qu'ils ne peuvent pas être immunisés totalement contre cette impatience qu'on note et dans l'intérêt grandissant et l'intérêt dominant de la politique, et je voulais dire la dictature de la politique sur les médias. Donc cela provoque des dérives forcément, et on reprend, et les journalistes s'identifient parfois à des partis, même en écrivant ou en prenant la parole dans l'audiovisuel. Et c'est un peu dérangeant, mais bon, je suppose que c'est une transition et que nous nous retrouverons dans l'équipe. Nous ne sommes pas là pour sanctionner, mais pour faire en sorte que tout aille bien et que l'on respecte l'identité de nos cultures, qu'on respecte l'identité de nos valeurs, les valeurs auxquelles le Sénégal est attaché. Et donc, c'est vrai que nous pourrions sévir plus, mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas étouffé les médias? Est-ce qu'on n'aurait pas supprimé tous les médias? Et ça n'est pas ce que nous souhaitons. Ce drame survient un mois après la présentation d'un plan national de lutte cherchant donc à mettre fin à ces départs de jeunes vers l'Europe de manière irrégulière par l'État du Sénégal. Au cœur de ce programme, l'emploi, l'État du Sénégal a promis de mettre beaucoup plus de mois pour la réinsertion des jeunes et leur formation. Mais ici, beaucoup ne croient pas. Non, lolo, nini degna ñu bari ñu koy wax. Mais man li ñuy wax ba léegi duggu sama xel bi. nguur gi foofu dafa des ba léegi pour ñu jàppale ñi nga xamante ne ñooy ndawi Fass Boye. acteur principal yi yóbbu gaal yi mool yi la mais nag bala nga naan naam ne fa la tax ñuy dem loolu lan la. désespoir muy yaakaar bu tas moo mujj di wëlbatiku seen bopp yi te ma ne ku sa yaakaar tas nag sa fit dëgër. Je suis Nina Penda Faye. Je m'appelle Rokhyatou Gassama. Je suis Madame Hawadja Cham. Je suis Marie-Angélique Sabané. 4 Sénégalaises appartenant à 4 générations différentes, mais qui militent pour la même cause, le bien-être, l'autonomie et l'émancipation de la femme. Au Sénégal, cette lutte a démarré dès les années qui ont suivi l'indépendance. Dans une société ultra-patriarcale, la femme
n'avait presque voix au chapitre, et ce, quel que soit son niveau d'instruction et ses compétences. Il fallait donc entamer un processus pour changer cette donne, quitte à y aller dans la clandestinité.